Bonjour à tous, c'est Chloé et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ici, on parle de parentalité, de neuroatypie avec authenticité, de pédagogie inspirée par la nature, de santé mentale et d'épanouissement personnel. L'objectif de ce podcast, c'est de créer un espace doux et réaliste où l'on peut aborder des sujets parfois inconfortables sans culpabiliser et surtout sans être seul. Aujourd'hui, on parle des émotions, celles de nos enfants et les nôtres. Parce qu'en vrai, elles ne viennent jamais seules. Elles arrivent en famille et parfois elles arrivent en tempête. Mon intention dans cet épisode, c'est juste d'apprendre à comprendre pour pouvoir traverser et retrouver du calme petit à petit. Je vais vous donner un premier exemple avec une scène. Tu es dans un supermarché. Il est 18h passées, tu as fait ta journée, ton enfant veut un paquet de bonbons. Il demande et tu lui dis non. Et là, il s'effondre, il crie. Les gens le regardent, toi tu sens monter un mélange de gêne, de fatigue, de colère, peut-être même de honte. Dans ces moments-là, on croit souvent que le problème, c'est le comportement. Mais très souvent, le vrai sujet, c'est l'émotion. Elle est trop grande, trop rapide et trop intense. Alors finalement, une émotion, c'est quoi exactement ? D'abord, une émotion, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une fragilité. C'est une mécanique biologique vitale. On peut le comprendre comme ça. Le corps réagit, tu ressens des choses, puis ton cerveau va interpréter ce que tu ressens. Et ce lien entre émotion et décision, il est très documenté. Les émotions participent à notre adaptation et influencent nos choix, notamment via ce que les neurosciences appellent des marqueurs somatiques. Le psychologue Paul Ekman a aussi largement contribué à l'idée qu'il existe des émotions de base qui sont reconnaissables dans de nombreuses cultures, souvent présentées comme la joie, la colère, la peur, le dégoût, également la tristesse et la surprise, avec parfois d'autres ajouts selon les modèles. Donc non, les émotions ne sont pas logiques, elles sont d'abord biologiques et elles ne demandent pas à être écrasées, mais écoutées. Une émotion, c'est finalement un message. La colère, elle va dire une limite a été franchie. La tristesse va nous dire j'ai perdu quelque chose d'important. Et la joie nous dit c'est bon pour moi. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont grandi avec des phrases comme ne pleure pas, ce n'est pas grave, arrête. Alors, on a appris à se couper de ce langage intérieur. Et plus tard, on devient parent et on essaie d'accompagner les émotions d'un enfant avec une langue qu'on ne nous a pas apprise. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais rebondir là-dessus. C'est que je pense qu'actuellement, c'est un problème de société. Je vais m'expliquer. C'est qu'on est tellement coupé de nos émotions, surtout de nos ressentis, de notre corps. On ne sait plus comment finalement accueillir ce qui se passe en nous, que notre corps, il essaie de nous parler et puis on ne sait pas l'écouter. On ne sait plus l'écouter. Et le problème de société dont je voulais parler, c'est que y a énormément de gens qui font des burn-out, notamment moi, y comprise. Je suis passée par là et je me rends compte que ça fait des années que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des émotions. C'est un long chemin quand on est vraiment coupé finalement de soi-même. Et ça s'apprend, ça prend du temps. J'en avais déjà parlé lors du premier épisode. La reconstruction, elle est très longue. C'est finalement comme un grand cheminement. Alors un cheminement qui va parfois aller un petit peu plus vite sur certains sujets. Le fait de s'observer, ça va être plus facile pour certains que pour d'autres. Ça va être un petit peu comme un chemin qui est tout droit. Parfois, on va avoir un peu plus de difficultés. Il va y avoir comme un chemin avec des virages. Parfois, peut-être que si on est dans une forêt, un arbre sera tombé en plein milieu de notre passage et ça va représenter un obstacle. La vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire, ça prend du temps de travailler sur soi, de s'observer, de se comprendre. Même si le monde autour de nous va très vite, eh bien,
Ce genre de travail intérieur, il prend du temps, surtout selon les conditionnements qu'on a pu avoir et qu'on a encore. Ça demande de se libérer de certaines choses. Tout ça, eh bien, ça va dépendre de chacun. En tout cas, ce chemin, il n'est pas toujours linéaire et c'est important de garder cette bienveillance envers soi-même pour pouvoir se libérer de ça et finalement, en fait, la clé, c'est vraiment d'essayer de s'épanouir, de se libérer et d'essayer de faire au mieux avec la possibilité qu'on a. Je vais essayer de revenir sur le sujet de base parce que là, j'ai fait une grosse bifurcation. C'est donc les émotions et on va repartir sur du concret. Je vais te donner un autre exemple avec une scène du quotidien. C'est que ton enfant, il est en colère. Il refuse, par exemple, le soir de se laver. Il tape dans la porte, tu répètes beaucoup. Et à un moment donné, tu lâches une phrase plus dure que prévu. Et tu te surprends. Oh, mais ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas que tu es un mauvais parent, c'est que ton système nerveux est arrivé au bout. Alors, on va parler de comment reconnaître les émotions dans le corps. Parce que l'émotion, elle va d'abord passer par le corps, avec des nœuds dans le ventre, une gorge sèche, de la chaleur dans la poitrine, une tension dans la mâchoire. Quand tu sens quelque chose monter, eh bien, il y a souvent une question simple à se poser, c'est qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Pas ce que je pense, hein, mais qu'est-ce que je ressens? On évite d'être trop dans la tête. Alors, rien que mettre un mot sur l'émotion, ça aide déjà à faire redescendre l'intensité. En neurosciences, c'est proche de ce qu'on appelle le affect labeling. Désolée pour mon accent anglais. C'est le fait de nommer une émotion, c'est associé à une diminution de l'activité de l'amygdale dans certaines conditions où il y a eu des expériences. Selon Daniel Siegel, donc il a popularisé une formule très utile, c'est name it to tame it, nommer pour apprivoiser. Ensuite, on va essayer d'accueillir les émotions, mais sans se laisser submerger. Donc, accueillir, ça veut dire reconnaître qu'elle existe et lui faire un petit peu de place pour qu'elle circule finalement. Tu peux essayer cette phrase intérieure. Je sens la colère, je sens la peur, je sens la tristesse et je respire. Alors pourquoi? Mais parce que finalement, quand on évite ou qu'on réprime beaucoup de choses, ça peut coûter très cher au corps. Par exemple, des travaux sur la régulation émotionnelle ont montré que la suppression peut augmenter l'activation physiologique dans certains contextes. Tu as besoin d'un petit espace entre l'émotion et la réaction. L'étape suivante, c'est de réguler. C'est un protocole assez simple, entre 20-40 secondes, qui est faisable partout. Donc on va déjà faire une première pause, on va s'arrêter dans ce qu'on fait et on va respirer. Et surtout, on va essayer de nommer le besoin. Donc j'ai besoin de calme, j'ai besoin de soutien, de pause. Et ensuite, une petite action, c'est on peut boire un verre d'eau, ouvrir la fenêtre, poser la main sur le cœur, bouger les épaules, essayer de détendre son corps. Tu ne règles pas la vie en 30 secondes, hein, y a pas de... mais tu empêches l'émotion d'exploser sur l'enfant. Et quand ce sont les émotions de l'enfant, on fait quoi? Donc ici, une chose est importante, c'est que l'enfant, il n'a pas ton cerveau d'adulte. Les capacités de régulation et de planification liées au cortex préfrontal, elles vont se développer généralement sur une longue période qui va jusqu'à 25 ans. Donc finalement, un jeune enfant ne peut pas toujours se calmer seul. Et ce n'est pas un défi, c'est une immaturité du système de régulation. Donc ton rôle, ce n'est pas d'éteindre l'émotion, c'est d'être la sécurité pendant que l'enfant traverse cette émotion. Et pendant que toi aussi tu traverses cette émotion. Le but, c'est d'écouter, observer et surtout nommer. Ça peut ressembler à « je ne te laisse pas frapper, je vois que c'est très dur, je reste avec toi ». Et par exemple aussi, allez, on respire ensemble. On va essayer de se connecter avant de corriger. On passe à la limite, hein, bien sûr, il y a une limite après, mais on garde le lien. Il y a des messages cachés parfois. Alors, ça parle de nous, hein.
Parfois, l'émotion qui déborde n'est pas seulement liée au présent, elle peut toucher une vieille histoire, ne pas être écouté, se sentir impuissant, être jugé. Et là, tu peux te dire: «Je ressens ça maintenant parce que quelque chose en moi se souvient». Ce simple lien peut te redonner du pouvoir, tu reviens à toi, au lieu de réagir en pilote automatique. Alors, il y a une règle qui est finalement assez importante, elle a une nuance, mais en tout cas, moi, je la trouve vraiment sympa, c'est la règle des 90 secondes. On entend parfois qu'une émotion dure 90 secondes. Cette idée, elle a été popularisée par Jill Bolte Taylor. L'activation chimique, en fait, qui est initiale à l'émotion, elle peut retomber si on ne la réalimente pas par, finalement, une boucle de pensée, donc par tout ce qui est la tête. Il y a une nuance importante, c'est que ce n'est pas une loi universelle, hein, qui va s'appliquer à tout et tout le monde. Mais comme outil pratique, c'est intéressant quand ça monte, tu peux te dire: «Tiens, je vais essayer de tenir, en respirant calmement, sans nourrir l'incendie», on va dire. Souvent, ça suffit à éviter une escalade et ça peut aider à réguler. Les émotions, c'est un très long apprentissage, surtout quand on est coupé de soi-même à la base. En tout cas, c'est hyper enrichissant et moi je trouve que le parcours avec les enfants, il est la meilleure thérapie possible. On évolue énormément avec eux et ils nous donnent l'occasion d'apprendre tous les jours, même si c'est pas toujours évident, mais en tout cas, on apprend beaucoup sur eux et sur nous. Et j'avais envie de vous conseiller, un livre en tout cas sur la thématique des émotions. Moi, ça m'a bien parlé, je l'ai trouvé vraiment sympa. Je l'ai ici. Voilà, c'est Émotions, enquête, mode d'emploi. Alors c'est, Art Mela qui a écrit ce livre. Il y a plusieurs tomes et à chaque fois, en fait, c'est une forme de BD. Un petit peu, qui est très facile à lire avec plein d'astuces. Elle a fait pas mal de recherches sur le sujet. Et moi, je trouve que c'est assez parlant. En tout cas, ça rejoint pas mal ma façon de voir les choses. Pour finir, si tu retiens qu'une seule chose, c'est que les émotions, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des messages. Et plus tu apprends à les écouter, que tu prends du recul et que tu es moins dans ta tête, eh bien, plus elles deviennent comme un GPS intérieur. Elles vont te guider finalement, te dire comment tu vas. J'ai 2 enfants, je vais juste rajouter ça et ça fait déjà quelques années que j'essaie de les apprivoiser. Non, je rigole. Mais en tout cas, je les observe, quand ils sont submergés par des émotions, ils ne réagissent pas du tout pareil, bah, même ils sont les 2 en colère, ils n'auront pas la même réaction et ils n'auront pas les mêmes besoins. Donc déjà essayer de verbaliser, de les accompagner là-dessus, savoir, ce dont ils ont besoin. Je vois par exemple ma fille, elle a besoin d'un moment calme, elle est capable de redescendre toute seule, au bout d'un moment, elle a besoin de ça, elle ne supporte pas qu'on vienne la voir, ce qui est quand même le cas de certaines personnes et mon fils, lui, il va avoir besoin d'accompagnement, il va avoir besoin d'être rassuré, il a besoin de contact, de câlin. Donc c'est vraiment pas du tout la même approche d'une personne à l'autre et bah, ça aussi, ça demande beaucoup d'observation et du temps et plus on comprend comment l'autre fonctionne, plus on va être capable de s'adapter et finalement de, garder, la communication. C'est-à-dire qu'une fois, en fait, que l'émotion est passée, on va être capable d'en parler, de maintenir ce lien et justement, bah, ça, c'est, la clé de belles relations, quoi. Alors juste là maintenant, tu peux respirer et surtout te rappeler que tu as le droit de ressentir que tu es en train d'apprendre. Et pour finir, je te propose une minute du vivant, la version insolite spéciale mois de mars. Alors en mars, dès qu'il y a une journée un petit peu plus douce, tu peux observer un comportement étonnant. Les fourmis sortent au soleil. Parfois, tu vois carrément une petite agitation autour de l'entrée d'une fourmilière ou un regroupement de fourmis sur une pierre tiède, un trottoir, un bout de bois exposé. Mais pourquoi? Parce qu'une colonie de fourmis est très sensible à la température. Après l'hiver, pendant qu'elles ont été en diapause, c'est une période d'hivernage pendant laquelle leur métabolisme, leur fonctionnement corporel va ralentir très fortement.
par exemple de 70 à 90%. Eh bien, la diapause se met en place suite au changement de température dès qu'il fait moins de 15 degrés et la baisse aussi de luminosité. Chez certaines fourmis, comme la Lasius niger, eh bien, leur rythme cardiaque passe de 250 battements par minute à seulement 30 pendant la diapause. Et elles sont vraiment au ralenti. Alors finalement, dès que le soleil réchauffe un peu le sol, elles profitent de ces microzones chaudes pour se remettre en activité et réchauffer le nid. Chez beaucoup d'espèces, la chaleur, c'est un vrai déclencheur. Elle relance les déplacements, l'entretien du nid et la reprise de la vie collective. Je vais te proposer un petit jeu d'observation qui ne va pas être forcément très long, tu peux le glisser facilement dans ton quotidien. La prochaine fois que tu es dehors en mars, en famille, avec ton enfant, cherche une zone bien au soleil, une pierre, un muret, une dalle. Regarde au bord et si tu vois une file de fourmis qui suit doucement, tu peux la suivre des yeux. Tu verras souvent qu'elles vont et qu'elles viennent entre la chaleur et l'entrée du nid, comme si finalement elles testaient le terrain. Elles vont utiliser la chaleur du soleil pour se réchauffer. Petit à petit, leurs activités vont reprendre pour ces travailleuses. Si tu as pu observer des fourmis se réchauffer, n'hésite pas à me partager ces moments. C'est toujours super de pouvoir partager autour de ces découvertes et activités et moi ça me fait super plaisir de voir soit des photos, des partages, des messages, je trouve ça génial. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser des petites étoiles, un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute parce que si ce podcast, eh bien, il prend vie, c'est grâce à toi. Et si ça t'a fait penser à une personne, le sujet des émotions, si tu as envie de le partager, n'hésite pas, parce que ça aide aussi beaucoup le podcast. Je te remercie et je te dis rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao, belle journée.